Léonard de Vinci était artiste, scientifique, inventeur et observateur passionné de la nature. C'était le genre de personne qui était libre, curieux, il avait un côté un petit peu rebelle, mais il était très brillant et indépendant. Il avait quelques amis, notamment avec des autres artistes, mais il était quand même assez, on va dire, entre guillemets, solitaire. Il aimait bien passer du temps seul et voilà, se plonger dans ses carnets, ses croquis, son observation et sa quête du savoir. Il avait plusieurs carnets par discipline et lui, ses intérêts principaux, c'était les oiseaux, les plantes, mais aussi l'anatomie et les courants d'eau, tout ça. Il aimait bien un peu regarder la nature dans son ensemble. Par exemple, pour les oiseaux, principalement, il regardait leur vol, alors que pour les eaux, il regardait le courant d'eau et comment ça marchait à ce niveau-là. Pour l'anatomie, il regardait souvent, surtout l'anatomie humaine, et son but, c'est vraiment d'être le plus réaliste possible et de savoir comment ça marchait, à quoi ça ressemblait et quel organe faisait quoi. Il avait un avenir brillant, il était très doué un peu partout, et ça c'était assez rare. Mais il avait aussi beaucoup de critiques dès son époque, les gens ils commençaient à le critiquer et surtout à le traiter d'hypocrite, parce qu'il avait une vision anthropocentrisme. Il avait une vision comme quoi l'humain était au centre du monde et de l'univers, et il n'était pas considéré comme objectif à propos de ça, surtout pour quelqu'un en sciences, il devrait être ouvert à d'autres réalités possibles. Et ça a été vachement critiqué. Et du coup, les gens ont commencé à ne... Enfin, certaines personnes ne l'ont pas pris au sérieux et n'ont pas pris du temps sur ses travaux. Il a aussi beaucoup été critiqué par rapport à ses méthodes parce que, par exemple, il faisait de la dissécation et il disséquait les humains, le corps des humains. Et ça a été vu limite un peu comme perché, surtout à l'époque où ça se faisait presque jamais, c'est très rare et c'était très mal vu. Et du coup, bah, les gens ils le trouvaient un petit peu, voilà, limite un peu pervers, un petit peu perché et pas très net en tout cas. Il y avait aussi des rumeurs sur sa vie personnelle, ce qu'il croyait en matière de religion, parce qu'avant la religion était très, très présente, ce qu'il croyait en matière d'éthique, ce qui pour lui était éthique, pour les autres était totalement inacceptable, et aussi son orientation, on va dire, les personnes qui l'intéressaient, etc., etc. Ça a été un peu critiqué, et puis il y avait des rumeurs là-dessus aussi. Donc voilà, il y a eu les gens qui l'ont vu pour son génie et les gens qui l'ont critiqué par rapport à ses méthodes. Et parmi les gens qui l'ont défendu, qui l'ont beaucoup défendu et qui ont été de son côté, était Giorgio Vasari. C'était un contemporain et pour lui, les méthodes, ça n'avait pas d'importance tant que ça menait à la finalité de, d'avoir des avancées et de contribuer au domaine de la science, la médecine, etc., etc. Pour lui, il voyait ça juste comme une curiosité de Léonard de Vinci et il louait ça, il trouvait que c'était absolument génial et que ça pouvait que être positif pour le monde et la contribution. Il y avait aussi Ernst Gombrich qui était historien de l'art et pour lui, Léonard de Vinci, il avait un profil très rare et très original d'une manière positive, c'est qu'il était à la fois scientifique et artiste. Il faisait des ponts entre la science et l'art et pour lui ça c'est quelque chose qu'il fallait absolument valoriser et non pas critiquer et qu'il fallait même encourager pour que justement ces talents soient à leur full potential, à leur potentiel leur plus grande et qu'on puisse avancer dans les deux domaines à la fois, ce qui est assez rare en soi parce que la plupart du temps quelqu'un est soit très bon en sciences et moyen en art, soit très bon en art et moyen en sciences et Léonard de Vinci il avait du grand potentiel dans les deux. Donc pour lui, il fallait absolument pas perdre ça et il fallait mettre en avant ça. Il le voyait comme quelqu'un d'interdisciplinaire et visionnaire. Mais malgré tout ça, il y avait quand même des gens qui étaient quand même contre Léonard de Vinci et contre ses visions. Ils pensaient pas que tout ça c'était des arguments, on va dire, légitimes pour qu'on prenne au sérieux son travail. Par exemple, Nietzsche, lui, il était contre sa vision de la nature. Pour Nietzsche, Léonard de Vinci, il était trop, on va dire, doux avec la nature, trop en harmonie, tout ça. Alors que Nietzsche, lui, il voit la nature totalement différente. Pour lui, la nature, certes, il y a de la douceur, mais il y a aussi beaucoup de cruauté. C'était très sauvage et c'était indomptable. Donc pour lui, il voyait Léonard de Vinci comme limite soumis à quelque chose dont il ne devrait pas être soumis parce que cette chose-là n'est pas forcément totalement bonne. Donc Nietzsche, il était assez, on va dire, plus strict quant à sa vision de la nature, alors que Léonard de Vinci, il était très dans l'harmonie, l'observation, la paix, la beauté, la simplicité. Et Nietzsche, ça, il pensait que c'était de la faiblesse. Il y avait aussi Rachel Carson qui est une écrivaine écologique et qui, pour elle, elle pensait pas la même chose que les gens qui disaient peu importe les méthodes, tant que la finalité est là, tant que ça faisait avancer la science et l'art, c'est ce qui comptait. Pour elle, les méthodes sont importantes, notamment par rapport à l'écologie. Par exemple, disséquer des corps comme ça, puis regarder ce qu'il y a à l'intérieur et disséquer, pour elle, c'est absolument
inacceptable parce que déjà c'était pas bon pour l'écologie. Pour elle, les corps devaient être enterrés. Ça avait un mauvais impact sur les écosystèmes. En gros, Léonard de Vinci, il avait vraiment deux types de personnes opposées. Soit quelqu'un qui comprenait ce qu'il faisait et qui l'encourageait et qui était avec lui, soit quelqu'un qui disait que c'est pas comme ça que ça devrait se faire et que voilà, qui remettait en doute un petit peu ses travaux par rapport à soit ses croyances, soit ses méthodes, soit quelque chose qu'il fait ou qu'il pense ou même qu'il est. Malgré tout ça, elle a fait plusieurs contributions très grandioses, on va dire. Tout d'abord en art avec la Joconde, où ça a été vu dès le début comme quelque chose d'iconique comme on dit, quelque chose de beau, parce que la Joconde, elle incarnait un petit peu les standards de la femme idéale à l'époque. Et aussi, elle avait cet air un peu mystérieux, ambigu, quelque chose de très féminin aussi, voilà, qui plaisait. Il a aussi beaucoup contribué à l'anatomie humaine, notamment avec ses dessins. Il faisait des dessins très réalistes de ce qu'il voyait, de ce qu'il observait, des muscles, des os, des organes. Et il passait voilà, des heures, des fois des jours à vraiment tout dessiner jusqu'au moindre détail. Et ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé aux scientifiques, aux médecins de mieux, on va dire, traiter et de mieux faire des recherches, du développement. Il a fait des contributions notamment avec le développement du fœtus, la circulation sanguine, mais aussi le mouvement. Une autre contribution, c'est qu'il a aussi fait la conception des machines volantes grâce à son étude sur le vol des oiseaux. Alors qu'avant, les gens ne pensaient pas vraiment à voler, ils n'avaient pas encore cette notion-là. Il a fait des conceptions de machines volantes, dont par exemple il a fait, on va dire, une idée précoce du parachute. Par rapport au courant d'eau, au mouvement de l'eau, il a fait des conceptions de canaux, il a aussi fait des plans de systèmes d'irrigation. Ensuite, il a aussi contribué dans l'industrie optique parce qu'il a aussi étudié la lumière, comment elle se comportait, comment elle se déplaçait, et il a découvert qu'elle se courbait et que ça avait un effet différent sur la perception visuelle, et ça aussi, ça avait beaucoup aidé à l'époque. Il a aussi contribué à la géologie et à la paléontologie parce que quand il observait la nature, du coup, il observait aussi les roches, les sédiments, les couches de sédiments et un peu la formation des fossiles. Et d'ailleurs, ce terme-là de fossile n'était pas encore utilisé et le terme, on va dire, d'évolution, tout ça, c'était pas une notion très connue. Et enfin, mais pas des moindres, il a aussi beaucoup étudié les maths, la géométrie et par exemple les calculs pour mieux dessiner ses dessins, pour mieux dessiner ce qu'il voyait en sciences. Et d'ailleurs, c'est ça qui l'a énormément aidé. Il a fait beaucoup de choses qu'on peut pas nier et il a fait tout ça principalement en autodidacte parce qu'il n'a pas eu des diplômes dans tous ces domaines-là. Il a beaucoup fait solitairement juste avec ses carnets, ses observations et sa curiosité. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il s'est pas donné de limite, il s'est pas juste concentré sur un seul domaine et ignorer entre guillemets les autres. Et grâce à ça, on a eu ses contributions dans tout ça. Beaucoup de fois, il disait il suffit d'apprendre à voir, donc d'apprendre à observer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de son parcours, de ses contributions, de ses polémiques et la manière dont les gens le critiquent. Merci d'avoir regardé et à bientôt.